Donc, on est aujourd'hui avec M. Philippe Lebel, le candidat du Parti libéral du Québec dans Argenteuil, pour parler de la campagne électorale qui est en cours depuis le 28 août dernier. Je vais commencer par vous demander de faire un court bilan de votre dernier mois en campagne. Oui, donc on est fiers de la campagne qu'on a menée, puis je dis on parce que, et notre campagne, parce que je tiens à prendre le temps de remercier les bénévoles de mon équipe. Sans eux, on n'aurait pas réussi à faire des médias et du terrain en même temps. On voudrait aussi, bon, c'est sûr qu'on aurait toujours voulu avoir plus de temps pour parler de certains sujets, notamment l'éducation. Moi, je trouve que j'ai eu le temps d'en parler beaucoup parce que j'ai fait certains débats ou entrevues au niveau national de ce côté-là. Par contre, il y a plein de gens qui me disent qu'ils n'ont pas assez entendu parler. C'est dommage parce que ça n'a pas pris le temps ça ne nous a pas permis de mettre de l'avant un très bon plan pour donner un milieu de travail stimulant et une tâche qui est raisonnable aux enseignants, aux enseignantes. Puis je tiens à remercier et à féliciter les initiatives, notamment de la Polyvalente La Vigne, de l'École Saint-Julien, pour sensibiliser les jeunes aux élections pour qu'ils aillent voter plus tard. Sinon, j'aurais beaucoup aimé qu'on parle un peu plus d'équité par rapport à tout ce qui est par rapport à la loi 21, à la loi 96. Moi, ce qui m'a poussé à me présenter cette année, c'est parce que c'est mes valeurs d'équité des chances pour toutes et pour tous. Donc, c'est sûr que j'aurais voulu en parler encore plus. Par contre, je suis content, j'ai eu l'occasion de mettre de l'avant ce qui me distinguait, notamment là, grâce à mon passé de leader étudiant, que je peux amener baser tout sur l'écoute, ce qui me permet ce qui est la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup de porte-à-porte et que je m'engage à en faire tous les ans dans chacune des 17 municipalités. Puis, c'est ça, ma capacité à analyser les problèmes, à mobiliser autour, puis à le mettre au grand jour, notamment en utilisant les médias pour forcer le gouvernement à s'occuper de nous dans le jardin. Une des grandes promesses que vous avez faites à travers la campagne a été celle du projet de CHSLD dans la chute, évidemment, mais ce projet, comme vous l'avez mentionné à votre conférence de presse il y a 2 semaines, le projet avait été proposé pour la première fois en 2007 ou en 2008, si je me 2008. trompe. 2008. Selon vous, le gouvernement libéral n'avait pas accordé le financement nécessaire pour ce projet jusqu'en 2018. Ma question par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on peut faire confiance au Parti libéral de livrer d'autres projets rapidement dans le futur si vous êtes élu, contrairement à ce qu'on a vu dans le passé? Et comment est-ce qu'on peut être certain que ce n'est pas juste une promesse que vous faites pour tasser la CAQ puis revenir au pouvoir? Ouais. Donc, il y a plusieurs aspects là-dedans. Je vais essayer de pas trop m'éloigner. Le premier aspect, on va revenir en arrière historiquement. Bon, ça a été mis en lumière en 2008 pour la première fois que le CHSLD à la chute était vétus. Donc, ça fait quand même beaucoup trop longtemps déjà. Entre ce moment-là puis 2014, il y a eu aussi il y a eu des études. Effectivement, ça n'a pas bougé dans ce moment-là. Il n'y a pas eu de promesse. Ça a juste été mis en lumière qu'il y avait un problème. Il y a eu un gouvernement péquiste aussi de 2012 à 2014. Puis de 2014 à 2018, là, il y a quelque chose qui est arrivé. Là, le gouvernement libéral de l'époque a ramené les finances publiques parce que le Québec avait perdu sa cote de crédit. Donc, on a ramené les finances publiques et malgré tout, à l'intérieur de 4 ans, ce gouvernement-là a réussi à s'entendre avec la ville, à créer un projet, à avoir l'approbation du CI3S de la ville, à faire une annonce, à mettre l'argent au PIB. On avait tout sur pied pour peser sur pied sur le projet. Mais là, on sort de 4 ans de gouvernement caquiste. On est encore plus loin en arrière. Puis moi, c'est ça que je dénonce, c'est ça que je désole. En ce moment, en revenant, en changeant pour une maison des aînés, on n'a même plus d'endroit où le mettre, alors qu'avant, on avait un lieu pour le mettre. Moi, ce que je m'engage concrètement, c'est à livrer un CHSLD. Si j'étais à l'opposition et que c'est un gouvernement qui tient absolument à ce que ce soit une maison des aînés, je vais appuyer ce projet-là. L'important, là, c'est de livrer quelque chose pour nos aînés qui en ont besoin, qui sont en perte d'autonomie. Donc, le point, c'est accélérons, mettons de la pression, mettons de l'avant, puis mettons en lumière c'est quoi l'état du CHSLD actuel pour montrer que ce n'est pas des conditions qui sont humaines. Donc, moi, ce que je veux, c'est mettre de la pression. Parlant justement de mettre de la pression, vous avez aussi parlé beaucoup de la Charte des régions depuis le début de la campagne. Oui. Je me demande si nommer un secrétaire pour chaque région ne ferait pas juste reléguer votre tâche en tant que député à quelqu'un d'autre. Puis comment est-ce que ça réglerait le problème du manque de communication alors que chaque ministère aurait à prioriser les enjeux de chaque circonscription en plus de chaque secrétaire de la région? Ouais. Donc, évidemment, ce n'est pas le rôle de député qui va être remplacé. Ce qu'on veut faire, c'est donner des bras de plus au ministre régional. Parce que ça existe déjà. Il y a un ministre de chaque région administrative, mais cette personne-là est tout seul. Donc, ce qu'on veut, c'est lui donner un secrétariat qui va permettre d'avoir plus de personnes à qui déléguer. Puis nous, ce qu'on veut, là, c'est surtout
plus de sur-mesure puis moins de mur à mur. Fait que si, par exemple, une ville fait un projet, bon, on va s'en venir au MTQ, la ville dit on veut refaire, faut que telle route soit refaite, mais que le MTQ reçoit cette demande-là de tout le monde, ben les projets vont se faire classer basés sur un peu n'importe quoi. Alors que si on donne des fonctionnaires pour accompagner les villes, accompagner les gens dans leurs demandes, là, on leur donne plus d'outils. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est donner plus d'outils aux municipalités, aux CI3S, aux centres de services scolaires ou aux commissions scolaires pour être capable de faire ces demandes-là, puis que ça avance plus. Donc, on veut pouvoir personnaliser les demandes plutôt que simplement tout mettre dans un même panier, puis à ce moment-là, que l'MTQ ne sache pas lequel prioriser. Puis comment est-ce que vous planifiez, parce que là, comme vous dites, c'est comme une gang de fonctionnaires, comment est-ce que vous planifiez financer les salaires de ces fonctionnaires-là? On a 17 régions au Québec, régions administratives, donc ce serait comme pas mal de personnes dont le salaire il faudrait payer. Oui, définitivement. Ben, ça rentre dans notre cadre financier. Toutes nos mesures qu'on veut mettre en place ont été très bien mesurées, très bien chiffrées. Donc, dans le fond, nous, notre plan, il est clair. Pour les premières années, on veut faire un petit déficit parce qu'on juge que l'État est en meilleure position en ce moment pour faire un déficit, contrairement aux poches de chaque personne. On veut aussi aller chercher plus d'argent, il ne faut pas l'oublier, des compagnies qui exploitent notre environnement, donc toutes les minières, les forestières et compagnie. Notamment, ben, c'est ça, si on a plusieurs grosses entreprises qui utilisent beaucoup nos routes, ben, on va aller chercher un peu plus d'argent de ce côté-là pour, après ça, peut-être les remettre dans les routes, justement. Donc, c'est tout prévu dans notre cadre financier en ce moment, puis on pense que ce serait logique dans la situation financière actuelle, économique actuelle, que le gouvernement fasse un petit déficit pour quelques années. Vous avez aussi parlé de vous assurer que chaque Québécois ait accès à un médecin de famille. Tout simplement, comment est-ce que vous planifiez faire ça réalistiquement dans Argenteuil? Oui, bien, la première chose à faire, ça va être d'aller donner plus de soutien administratif aux médecins. Donc, en donnant plus de soutien administratif, les médecins vont avoir un petit peu moins de tâches à faire là, ils vont peut-être pouvoir avoir plus de patients. Dans Argenteuil, il faut mettre de l'avant à quel point puis je suis désolé, mais à quel point on garoche de l'argent en Ontario à Hawkesbury. Si on met ça de l'avant, on va être capable de montrer que c'est combien de centaines de millions de dollars qui s'en vont ailleurs, puis que peut-être que cet argent-là, si on le prenait et qu'on l'investissait une fois, là, ce montant annuel-là, on le mettait une fois à l'hôpital de la Chute, on sauverait chaque année d'argent qui s'en va en Ontario. Puis ça, c'est encore une fois, c'est des choses que j'aimerais, que je veux étudier, qu'on puisse chiffrer, qu'on puisse mettre de l'avant. Puis après ça, ben, quand on va voir le bilan global qu'on va avoir, on va se rendre compte que c'est un non-sens de ne pas avoir fait ça d'avance. Donc, en faisant ça, on va peut-être être capable d'avoir un meilleur hôpital à la Chute. Puis surtout, dans notre plan libéral, on veut créer 400 équipes Accès Santé qui remplaceraient les GMF. Donc, on en veut plus de cliniques en région. On veut des super cliniques aussi qui sont ouvertes, qui seraient ouvertes 24 heures, 7 jours sur 7 pendant 12 heures. Puis finalement, ben, étant donné qu'on veut inciter les personnes à vieillir chez elles, on veut aussi augmenter les soins à domicile. Puis là-dessus, je suis très content d'entendre que la majorité des partis sont d'accord avec cette idée-là qu'il faut augmenter les soins à domicile. Comment est-ce que vous ramèneriez l'argent qu'on met en Ontario? Est-ce que ce serait en empêchant les personnes de la Chute ou d'Argenteuil d'aller à Hawkesbury, par exemple? Non, définitivement pas, parce que d'ici à ce que l'hôpital soit amélioré, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut effectivement qu'il y ait un coût qui soit donné entre-temps. Donc, une fois qu'on a fait la lumière sur combien d'argent on envoie en Ontario, puis montrer qu'on pourrait, en faisant X, Y amélioration, donc évidemment, pour faire ça, il faut que ça soit avec le CI3S, avec l'administration de l'hôpital, pour montrer comment on pourrait améliorer nos services locaux. L'idéal, l'objectif, ce serait d'aller chercher de montrer combien d'argent on envoie à l'Ontario, montrer que cet argent-là, on pourrait à la place l'investir, puis en améliorant les soins au Québec, les gens se viendraient se faire soigner au Québec au lieu d'aller en Ontario. Parce qu'en ce moment, les gens vont en Ontario pour deux raisons. L'infrastructure est beaucoup plus accueillante et les services sont meilleurs. Donc, il faut juste augmenter la qualité de ce qu'on offre au Québec pour être capable, dans Argenteuil, pour arrêter que les gens s'en aillent en gros. Est-ce que vous avez un dernier message à faire aux citoyens d'Argenteuil?
Oui, ben, mon dernier message, c'est d'aller voter. Définitivement, on veut que vous soyez représentés, qu'on soit élu ou battu, on veut que ce soit avec un fort taux de participation. Donc, on a un super bon taux au vote par anticipation. On veut que ça se reflète le 3 octobre, que ce soit parce que vous faites confiance au gouvernement actuel ou parce que vous voulez un vent de changement et vous voulez être mieux représenté dans vos réalités. Je pense que le gros message, c'est ça, c'est aller voter le 3 octobre.